Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue ce lundi pour notre point quotidien de la situation. Je vais céder immédiatement la parole à Steven Van Gucht pour faire le point sur l'analyse de la pandémie actuellement. Goedemorgen iedereen. Het is weer tijd voor de dagelijkse cijfers. De voorbije 24 uur werden er 536 bijkomende patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. 168 mochten onze ziekenhuizen verlaten en dat brengt het totaal aantal patiënten die momenteel behandeld worden in onze ziekenhuizen op 4.524. 927 patiënten werden opgenomen op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 60 in de voorbije 24 uur. En 696 patiënten worden beademd. Dat is een stijging met 40 patiënten. We betreuren het overlijden van 82 mensen in de voorbije 24 uur. Of dat werd toch gerapporteerd in de voorbije 24 uur. En dat brengt het totaal aantal overlijdens op 513. Van de 82 bijkomende overlijdens waren er 46 in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 14 in Brussel. De voorbije 24 uur werden 1063 mensen positief bevonden in het labo, 683 in Vlaanderen, 164 in Wallonië, 198 in Brussel en 18 van alsnog onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal labo-bevestigde gevallen in België op 11.899. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen, het aantal hospitalisaties blijft hoog en zal mogelijk nog verder stijgen in de komende dagen. Maar het is wel belangrijk om te vermelden dat we duidelijk zien dat de kracht van de epidemie afneemt. De mate waarin het aantal gevallen stijgt, vermindert. En dat is te danken aan de maatregelen en aan de inspanningen van ons allemaal. Het is heel belangrijk dat we die inspanningen nog blijven volhouden, niet alleen nu, maar ook de komende weken, om te verhinderen dat er een nieuwe stijging zou optreden. Verder heb ik ook nog een advies voor onze woonzorgcentra. Het is belangrijk dat we ook denken aan de geestelijke gezondheid van onze ouderen die in woonzorgcentra verblijven. Wij denken dat het niet nodig is dat men mensen isoleert in hun kamer wanneer er geen uitbraak in een woonzorgcentrum is. Het is belangrijk dat de mensen nog een zekere vorm van sociaal contact hebben, met respect voor de basishygiëne en de sociale afstand, maar het is niet nodig dat ze heel dagen op hun kamer moeten blijven. Dit is anders natuurlijk wanneer er een uitbraak vastgesteld wordt of wanneer er positieve gevallen in een woonzorgcentrum zijn. Dan is het belangrijk om de positieve gevallen te isoleren en de mensen eventueel ook op hun kamer te houden die de infectie nog niet hebben opgelopen. Maar in andere omstandigheden hoeft dit niet. We moeten echt aandacht hebben voor sociale en geestelijke gezondheid. Het is ook belangrijk voor de familie en vrienden om via allerlei manieren, via de telefoon of elektronische weg of via brieven of wat dan ook, om contact te houden met onze ouderen die in woonzorgcentra of die thuis leven. We mogen ze niet vergeten. Dank u. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous allons commencer aujourd'hui par la situation dans les hôpitaux, donc par rapport à la situation d'hier. 536 personnes ont dû être hospitalisées et 168 ont pu quitter l'hôpital. Cela porte aujourd'hui à 4524 personnes actuellement hospitalisées dans le cadre d'une infection à Covid-19. Parmi ces personnes, 927 sont actuellement en soins intensifs. Il y a donc eu une augmentation de 60 personnes les 24 dernières heures. Par rapport au lit de soins intensifs, on a une utilisation par rapport à la capacité totale qui est utilisée
aujourd'hui de 53%. Dans 2 provinces, le plan de répartition a déjà dû être activé afin de pouvoir répartir l'effort sur d'autres hôpitaux. 696 personnes nécessitent aujourd'hui une assistance pour respirer. C'est une augmentation de 40 personnes par rapport à la journée d'hier. Hier également, nous avons été informés du décès de 82 personnes, ce qui porte le nombre de personnes décédées aujourd'hui en Belgique à 513. Parmi ces 82 personnes, 46 étaient en Flandre, 14 à Bruxelles et 22 en Wallonie. En ce qui concerne les tests de laboratoire, 1063 nouveaux patients ont été diagnostiqués positifs pour le Covid-19, dont 683 en Flandre, 198 à Bruxelles, 164 en Wallonie, et pour 18 personnes, ces données doivent encore être consolidées. Cela porte au total, depuis le début de l'épidémie, à 11 899 cas d'infection confirmés par un test de laboratoire. Et vous savez que ce nombre sous-estime la réalité de l'épidémie, car nous testons que certaines parties de la population. Au total, 48 930 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie. Nous voudrions aujourd'hui faire 2 commentaires. La première est par rapport au nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes qui doivent être admises aux soins intensifs, mais ce nombre continue à augmenter et va continuer à augmenter encore dans les prochains jours. Mais nous constatons depuis un certain nombre de jours une diminution de la force, de l'intensité de l'épidémie. C'est ce que, quand on regarde une courbe, on n'est donc pas au pic, mais on est à ce qu'on appelle le point d'inflexion. Et donc ça veut dire que la force de l'épidémie commence à diminuer, et ça c'est grâce aux efforts que nous avons tous réalisés ces 15 derniers jours. C'est extrêmement important de signaler cela, et c'est aussi extrêmement important de maintenir ces efforts, parce que ce n'est pas parce que la courbe s'infléchit légèrement aujourd'hui qu'elle ne peut pas reprendre si nous relâchons nos efforts. Et donc, c'est un signe encourageant, même si dans les jours qui viennent, il faudra vraiment maintenir des efforts importants. Nous voulions également apporter un éclairage par rapport à la situation dans les maisons de repos. Donc vous savez que les maisons de repos sont des environnements où des personnes plus âgées, donc plus sensibles à l'infection, vivent ensemble. Et donc par définition, ce sont des environnements qui doivent être bien protégés de l'arrivée du coronavirus. Et donc c'est pour ça qu'une série de mesures sont prises. Mais quand le coronavirus n'est pas présent ou quand il n'y a pas encore eu de cas, eh bien on peut maintenir dans ces maisons de repos une activité habituelle, c'est-à-dire de continuer les activités sociales tout en insistant évidemment très fort sur les principes de base qui sont l'hygiène des mains et les distanciations sociales. Cela permet de maintenir une certaine humanité dans la gestion de cette épidémie, mais aussi de ne pas prendre des mesures qui seraient trop importantes. Donc il n'est pas nécessaire dans ce cas-là d'isoler les personnes dans leur chambre toute la journée. Par contre, quand il y a un problème des premiers patients à coronavirus dans une maison de repos, et cela arrive, et cela peut encore arriver, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est évidemment beaucoup plus important d'essayer d'éviter une propagation plus importante du virus et le plus rapidement possible dans les maisons de repos. Et donc, à ce moment-là, ça peut être nécessaire de demander que les personnes restent dans leur chambre pour essayer d'éviter la propagation. Nous voudrions encore insister sur le fait que ce type de situation peut être extrêmement stressante et extrêmement difficile pour les personnes qui sont dans cette situation-là, que ce soit les personnes qui sont dans les maisons de repos ou les personnes qui les accompagnent au quotidien. Et donc, votre soutien de l'extérieur des maisons de repos, mais au travers de coups de téléphone, de Skype, d'autres moyens, mais est évidemment extrêmement important pour maintenir le contact avec ces personnes. Voilà. Goedemorgen. Eerst en vooral willen we iedereen bedanken die de afgelopen dagen de maatregelen strikt heeft nageleefd. Hou dit vooral vol de komende dagen, weken. Enkel op die manier kunnen we de curve afvlakken. Jammer genoeg stellen we nog steeds vast dat een aantal mensen over de generaties heen de urgentie nog niet doorhebben.
Als we nu niet allemaal de maatregelen strikt naleven, dreigt de situatie in ons land onbeheersbaar te worden. De politiediensten zullen de mensen dan ook blijven begeleiden bij het respecteren van de maatregelen, blijven controleren en er zal sanctionerend worden opgetreden indien dit nodig is. We hebben nu eenmaal geen keuze. In deze moeilijke periode moeten we ook aandacht hebben voor de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Een aantal mensen lopen immers een groter risico op ernstige ziektesymptomen. Anderen lopen extra risico om lichamelijke of psychische problemen te ontwikkelen of bestaande problemen te versterken. Ouderen zijn hierbij extra kwetsbaar. Zowel om ernstig ziek te worden als om geïsoleerd te geraken van basiszorg, sociale contacten of informatie. Hoe kan je deze kwetsbare personen in deze periode concreet ondersteunen? Deel officiële informatie en bespreek dit met deze mensen. Sommige mensen hebben immers de mogelijkheid niet om zichzelf te informeren. Bewaak de gezondheids- en zorgverlening, voedsel, medicatie, verzorgingsmateriaal, thuiszorg. Stel ook voor om te gaan winkelen voor deze personen, uiteraard met respect voor de sociale afstand. En tot slot, bespreek met andere sleutelfiguren, zoals familie, kennissen, zorgverleners, hoe je samen door deze moeilijke periode kan gaan en hulp kan bieden aan de meest kwetsbaren. Enkel door solidair de maatregelen op te volgen en solidair te zijn met de meest kwetsbaren, zullen we samen door deze moeilijke periode geraken. Blijf thuis, blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen. Dank je wel. Nous souhaiterons tout d'abord remercier les personnes qui, ces derniers jours, ont vraiment respecté le plus strictement possible les recommandations. Nous devons continuer, nous devons tenir bon, car c'est seulement de cette façon-là que nous pourrons, aujourd'hui, dans les prochains jours, continuer à aplatir cette courbe. Malheureusement, certaines personnes, et de toutes générations confondues, ne comprennent pas encore l'urgence de la situation. Certaines personnes ne respectent pas les consignes et ne comprennent pas que cette situation peut rendre difficilement gérable l'accueil des patients dans les hôpitaux. Les services de police que vous voyez sur le terrain ces derniers jours sont tout d'abord là pour informer tout le monde, aussi pour accompagner chacun à respecter au mieux cette distance physique de sécurité qu'on s'est tous imposée pour notre sécurité, pour notre santé et pour la santé des autres. Bien sûr, les services de police sont là aussi pour contrôler et pour sanctionner ceux qui ne comprennent pas encore l'urgence de la situation. Nous n'avons aujourd'hui pas le choix, c'est ensemble que nous devons le faire. Dans cette période difficile, et on vient de l'évoquer avec Steven et Emmanuel, il faut aussi attirer l'attention sur les personnes les plus vulnérables de notre entourage. Certaines personnes ont un risque plus important de développer des symptômes sévères de la maladie. D'autres peuvent avoir d'autres problèmes qui concernent par exemple des problèmes physiques ou psychologiques, ou peut-être liés aussi à des problèmes médicaux antérieurs. Les plus âgés, évidemment, parmi nous, sont ces personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, dont il faut prendre soin, parce qu'ils risquent de développer des symptômes plus graves et être aussi davantage en isolement social. Comment faire pour aider concrètement ces personnes qui sont dans votre entourage? Premièrement, diffusez les informations officielles et discutez-en avec celles-ci. Certaines personnes n'ont pas l'accès facile à l'information. C'est à vous aussi de propager, comme on le dit, la bonne information et non pas le virus. Cela va aider chacun à mieux comprendre la situation et à mieux gérer ses émotions, son stress, ses angoisses. Veillez également à la santé ou aux soins que vous pouvez apporter à ces personnes. Ça peut aller au fait d'apporter de la nourriture ou des médicaments, tout en respectant évidemment les consignes de santé publique. Discutez-en aussi avec d'autres personnes de la famille, des proches, pour voir comment ensemble vous pouvez aider ces personnes plus vulnérables. C'est uniquement avec ces comportements solidaires, cette créativité que nous pouvons mener maintenant dans la socialisation un peu à distance de chacun, que nous pourrons aider les plus vulnérables et que nous pourrons ensemble passer cette période difficile pour chacun d'entre nous. Je continue à le répéter. Restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci. Nous allons passer à quelques questions qui nous ont été transmises par les médias.
Je précise qu'il y a énormément de questions que nous avons reçues et que certaines d'entre elles pourront être répondues dans les prochaines heures par mail si les journalistes nous laissent leurs emails. Merci. Combien de jours en moyenne une personne reste-t-elle sous respirateur? Donc, les personnes qui nécessitent d'être sous respirateur, de recevoir un soutien pour respirer, mais par définition, ce sont des personnes qui sont dans un stade avancé de la maladie. Et pour récupérer de cette phase, cela peut prendre plusieurs jours, voire quelques semaines. Hoeveel dagen worden patiënten gemiddeld beademd? Dat kan zeer variabel zijn. Dat kan variëren tussen 1 week, maar ook meerdere weken in beslag nemen. Dus het is moeilijk om daar een specifiek getal op te plakken op dit ogenblik. Hoe komt het dat de provincies Limburg en Vlaams-Brabant proportioneel meer gevallen tellen? Wel, we stellen dat vast, maar we hebben daar op dit ogenblik geen gepaste verklaring voor. Dit zal deel uitmaken van studies die later uitgevoerd worden om te kijken wat er precies aan de hand is. Maar we kunnen dit op dit moment niet verklaren. Pourquoi les provinces de Limbourg et du Brabant flamand comptent-elles proportionnellement le plus de cas? Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent jouer sur des différences entre certaines régions du pays. Il y a évidemment le fait que l'épidémie peut s'être propagée au début de façon plus importante à certains endroits. Il peut aussi y avoir des phénomènes liés au fait qu'on a testé plus à certains endroits au début de l'épidémie, donc il y aura une surreprésentation dans le nombre de cas. Mais nous allons par la suite pouvoir bien comprendre ce qui s'est passé à chaque endroit. Aujourd'hui, en raison aussi du nombre limité de tests que nous faisons, c'est impossible de tester 11 millions de personnes tous les jours, nous devrons retourner en arrière pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Lorsque vous évoquez le nombre de lits disponibles en soins intensifs, s'agit-il d'un nombre de lits dédiés aux patients Covid ou du total du nombre de lits en soins intensifs en Belgique? Donc, par rapport au nombre de lits dans les soins intensifs, il y a bien 2 comptages différents. Le comptage des lits de soins intensifs qui sont dédiés pour d'autres pathologies et puis le nombre de lits de soins intensifs qui sont dédiés aux patients qui sont confirmés infectés par le Covid-19 ou qui sont suspectés. Et donc, on parle bien des chiffres liés à ces lits dédiés pour l'épidémie. Als u het heeft over het aantal beschikbare bedden op de intensive care, gaat het dan om een aantal bedden bestemd voor COVID-patiënten of om het totale aantal bedden op intensieve zorgen in België? Het gaat specifiek over het aantal bedden gereserveerd voor COVID-patiënten. Dus op dit ogenblik zijn er 1765 bedden gereserveerd voor COVID-patiënten in België. Die zijn voor ongeveer 53% ingenomen op dit ogenblik. Daarnaast zijn er ook nog meer dan 1000 bedden op intensieve zorgen gereserveerd voor niet-COVID-patiënten, dus voor de courante pathologieën. Bestaat het risico dat de ziekenhuizen in een van de regio's van het land sneller verzadigd raken en dat er dus een transfer van patiënten tussen regio's plaatsvindt? Ja, dat is mogelijk. We weten dat in provincie Limburg en Henegouwen het aantal gevallen wat hoger is dan in andere provincies. En kleinere ziekenhuizen kunnen daardoor wat meer druk ondervinden. En omwille van die reden is daar ook het spreidingsplan geactiveerd en worden er patiënten ook doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Existe-t-il un risque que l'un des hôpitaux des régions du pays soit plus vite saturé et qu'il y ait dès lors un transfert des patients entre régions? Oui, donc un hôpital, par définition, va d'abord drainer la population qui est autour de lui, mais il peut arriver que dans certains endroits, et c'est le cas, par exemple dans la province du Limbourg et la province du Hainaut, que certaines zones ont plus de cas, ont plus de personnes qui doivent être hospitalisées. Et donc dans ces cas-là, le plan de redistribution des patients est activé. Pouvez-vous commenter le grand nombre de décès? Est-il supérieur à ce quoi on pouvait s'attendre? Par rapport au nombre de décès, nous savons depuis le début que cette infection à Covid-19 est une infection très sévère. Nous savons aussi que
les personnes les plus à risque de décéder des suites de cette infection sont les personnes les plus âgées. Et dans notre population, en Belgique, nous avons beaucoup de personnes qui à un certain âge. Et donc, oui, nous sommes en Belgique dans une situation où nous avons un certain nombre de décès et nous allons encore en avoir. Et nous allons tout faire pour limiter l'impact de cette épidémie sur notre société. Kunt u iets zeggen over het grote aantal doden? Is het hoger dan je zou verwachten? Wel, we weten dat dit virus erg gevaarlijk is voor mensen van hogere leeftijd. En we weten ook in België dat er heel veel mensen van boven de 80, boven de 90 zijn. En dat maakt dat het aantal overlijdens relatief belangrijk is. We zien dat ook in de statistieken dat het merendeel van de overlijdens plaatsvindt bij mensen van boven de 80, boven de 90. In iets mindere mate al bij de 70-plussers. En dat neemt af met jongere leeftijd. Dus dat verklaart waarom dat we relatief veel overlijdens zien. Dus in die zin is dat ook niet echt verrassend. Natuurlijk, elk overlijden is er één te veel en we doen er alles aan om dat aantal zo laag mogelijk te houden. En dat is ook de reden waarom we al deze maatregelen in het leven geroepen hebben. Moeten overleden COVID-19-patiënten om gezondheidsredenen bij voorkeur worden gecremeerd? Wij denken dat dat niet nodig is. En cas de décès des patients de COVID-19, faut-il privilégier l'incinération pour des raisons sanitaires? Nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Que pensez-vous de la demande de généraliser les tests de dépistage? Augmenter le nombre de dépistages, vous le savez, est une des stratégies les plus activement développées depuis déjà un certain nombre de jours au niveau national. C'est donc nécessaire et nous le faisons. Nous développons toute l'infrastructure nécessaire pour augmenter cette capacité. Cette capacité va donc augmenter de façon significative, ce qui va aussi créer un certain nombre de cas que nous allons détecter en plus. Il faut maintenant faire la distinction entre tester beaucoup plus et tester ce qui est nécessaire et prioritaire et tester tout le monde. Donc, dans les jours qui viennent, nous n'allons pas pouvoir proposer des tests de diagnostic à 11 millions de personnes. Nous allons pouvoir élargir le nombre de tests disponibles pour les personnes les plus exposées et les plus à risque. Et donc, nous allons continuer la logique dans laquelle nous sommes depuis le début, c'est-à-dire qu'on va tester de façon prioritaire les groupes qui sont soit les plus fragiles, soit les plus exposés. Wat vindt u van de vraag om tests voor iedereen in te voeren? Wel, wij denken dat er in eerste instantie moet gekeken worden naar de prioriteiten van wie te testen. En die prioriteiten kunnen zijn omwille van het beroep. Mensen die in de gezondheidszorg werken of die in woonzorgcentra werken. Dat kan ook zijn de patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis. En meer algemeen mensen die verdachte symptomen vertonen of die contact hebben gehad met iemand waarbij de infectie werd vastgesteld. We denken dat het zeer moeilijk is om systematisch iedereen te gaan testen in dit land. We zijn met meer dan 11 miljoen Belgen. Stel dat we theoretisch 100.000 testen per dag kunnen uitvoeren, wat enorm is, dan zou dat betekenen dat we pas iedereen getest kunnen hebben na 110 dagen. Eenmaal testen heeft ook geen zin. Als je wilt de bevolking volledig vrij krijgen van een virus, dan moet je met bepaalde regelmaat iedereen gaan testen. Om de week, om de 2 weken, om de 3 weken. Dus puur mathematisch is het een bijna onbegonnen opdracht. Merci pour vos questions. Merci d'être présent tous les jours pour nous écouter et apprendre, comprendre la situation. On se retrouve demain à 11 h. En attendant, continuez à rester chez vous. Continuez surtout à respecter les consignes de santé publique, individuellement et collectif. Et prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.